Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte et une initiative locale ou nationale. Aujourd'hui avec Adrien Fontenot. Salut Adrien. Salut Patrice. Merci d'être avec nous. C'est parti pour le sommaire de ce nouveau mag. Travailler sur les émotions des enfants. Le gouvernement réfléchit à la méthode danoise pour enrayer le fléau du harcèlement scolaire. En quoi cela consiste? Faut-il parler de simples cours d'empathie? Élément de réponse dans un instant. Une solution et des résultats absolument en urgence, car ces dernières semaines ont été encore une fois marquées par des événements tragiques. Quelle est la réalité du harcèlement scolaire en France? Le gouvernement promet un plan interministériel dans les prochains jours. Et puis pic de colère, énorme tristesse, comment gérer ses émotions quand on est encore enfant? Vous allez voir que c'était possible. Une expérimentation des résultats probants dans une école maternelle dans le 19e arrondissement de la capitale. On verra ça avec Adrien Fontenot. L'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Margot Neuvial. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enchantée, vous êtes coordinatrice du programme À vivre ensemble, Free for Mobry. Exactement. C'est du danois qui veut dire littéralement libérer du harcèlement. Libérer du harcèlement. Et vous êtes à la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement. Il ne faut surtout pas dire cours d'empathie, c'est réducteur. C'est réducteur de dire cours d'empathie, en effet. Parce que c'est ce qu'on lit un petit peu partout depuis l'annonce effectivement du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. C'est la France pense La France pense très fortement à livrer des cours d'empathie. Mais c'est pas exactement ça. Expliquez-nous. Je pense que c'est un peu plus que ça. D'accord. En tout cas, ce programme-là, il y a eu un reportage de France 2 sur ce programme cet été, justement, où il parle de cours d'empathie. C'est vrai que l'empathie est très développée dans le programme, mais ça va un peu au-delà de ça. Le reportage, c'était justement au Danemark? C'était justement au Danemark. D'accord. Où vous avez été? Vous avez vécu pendant 7 ans? Et oui, vous avez... et où j'étais là pendant le reportage, du reste, j'étais en vacances, donc... Ça tombait bien. Ça tombait bien, voilà. Ça fait près de 20 ans que le Danemark a opté pour ces cours. Ça arrive chez nous avec quelques expérimentations. Vous me dites que ces expérimentations, c'est mieux que rien. C'est le début, justement? Les expérimentations en France? En France, tout à fait. En France, oui, on en est au début, mais c'est exactement le même programme que le programme danois. D'accord. Et cette expérimentation, justement, en 2022-2023, sur l'année scolaire, elle nous a permis de réadapter le programme à la culture et au système français, parce que les systèmes sont quand même différents entre les deux pays. Et à chaque fois que ce programme arrive dans un nouveau pays, il n'est pas seulement utilisé au Danemark, il est aussi utilisé en Islande, en Estonie, en Roumanie. Donc il y a pas mal de pays déjà qui utilisent ce programme-là. Ils l'ont généralisé, eux, du coup? Parce que nous, c'est pas encore le cas. Je pense que c'est assez différent, l'avancée selon les pays, justement, où le programme est implanté. En Estonie, il est relativement généralisé, il me semble. Alors, en quoi consiste justement cette approche et en quoi elle est singulière? Je pense que cette approche est singulière déjà du fait la tranche d'âge qu'elle vise, elle vise les enfants de 0 à 9 ans. Donc, de la crèche, disons, jusqu'à la fin du cycle 2. L'idée, c'est vraiment de travailler les compétences socio-émotionnelles des enfants et la dynamique de groupe dès leur plus jeune âge pour qu'ils puissent grandir avec des outils pour pouvoir justement gérer leurs émotions, comprendre leurs émotions, déjà comprendre que tous les enfants n'ont pas forcément les mêmes émotions dans une même situation, pour leur donner des outils aussi pour gérer les conflits par eux-mêmes et pour leur inculquer surtout des valeurs telles que la tolérance, la bienveillance, le courage et le respect. C'est un peu les 4 valeurs phares de ce programme-là, justement, qu'on cherche à inculquer aux enfants dès la crèche, avec des outils évidemment adaptés à chaque tranche d'âge, donc pour les crèches 0-3, pour les maternelles 3-6 et pour les élémentaires 6-9. Alors c'est quoi justement ces outils? Il y a plusieurs outils. Alors déjà, il faut que je vous donne un peu de contexte. C'est une autre singularité de ce programme-là, c'est que le programme n'est pas exclusivement à destination des enfants. On part du principe que les adultes présents dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire les professionnels de l'enfance et de l'éducation et les parents, sont... Donc, les enseignants et les parents, ils sont dans la boucle. C'est les 3 publics visés, les enfants. Pas seulement les enseignants, j'ai fait exprès de dire les professionnels de l'éducation, parce que ça concerne aussi les animateurs, les ATSEM, les AESH, c'est vraiment la communauté éducative. Et en crèche, les éducateurs jeunes enfants, les directions aussi, c'est vraiment toute la communauté. C'est une démarche globale, d'accord. C'est une démarche vraiment globale. Et l'idée, c'est que les professionnels et les parents, étant des modèles pour les enfants,
il faut aussi qu'eux travaillent à la culture la culture de travail et au fait de travailler aussi entre professionnels et parents en coéducation pour pouvoir améliorer la dynamique de groupe et donc pour pouvoir améliorer les compétences psychosociales des enfants en maternelle, à la crèche et en élémentaire. Et alors, plus particulièrement, vous êtes venu effectivement avec une box et il y a plusieurs outils. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ces oursons ou alors de ces, de ces fiches? Alors, à quoi ça sert concrètement? Ça sert à développer le toucher? Comment on fait? Chez les tout petits, ça peut servir à développer le toucher, mais c'est plutôt... Alors, c'est la mascotte du programme. D'accord. Cette ours, justement, c'est le symbole des 4 valeurs de bienveillance, de tolérance, de respect et de courage. D'accord. Et c'est l'ami de tous les enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avant tout sur la dynamique de groupe. Il a un nom? L'ami ours. L'ami ours, tout simplement. Alors il s'appelle l'ami ours parce que l'idée, c'est de ne pas le genrer, que ce soit pas une fille ou un garçon, pour que tous les enfants puissent s'identifier. Donc l'ami, ça peut être féminin ou masculin. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'ami ours. En danois, il s'appelle Bamseven. Donc on a fait une traduction littérale du danois pour le nom. D'accord. Cet ours, donc, il vit dans l'école, il vit dans les classes. Il doit être un endroit qui est accessible pour les enfants. On peut lui construire une petite maison, une petite cabane. Et il peut servir aux enfants à différentes choses. Par exemple, un enfant qui a un chagrin parce que c'était un peu dur de quitter papa ou maman le matin en allant à l'école. Ouais. Il peut aller prendre l'ami ours pour se réconforter. Ça peut aussi être un autre enfant qui voit un enfant qui a un chagrin. Il peut prendre l'ours et lui amener pour lui montrer justement qu'il est là pour lui, pour lui montrer que il a repéré qu'il était triste. D'accord. Vous avez déjà eu des premiers retours d'expérience sur ce genre de choses, de pratiques de la part des enfants qui amenaient l'ours à d'autres enfants Oui, ça se fait beaucoup. Moi, j'ai travaillé avec le programme pendant 3 ans au lycée français de Copenhague. Les enfants adorent l'ours. Enfin, c'est vraiment, ça leur plaît beaucoup. Pour eux, c'est très visuel. Ils sont encore petits. On essaye de faire de l'arrivée de l'ours dans l'école un événement un peu magique, qui fait briller un peu leurs yeux. Donc, c'est vraiment pour eux le symbole de ce programme-là. Et ensuite, il y a des ateliers un peu plus construits autour d'outils que je peux vous présenter ultérieurement. Et cet ours, il est aussi présent pendant les ateliers, justement, ce qui permet de définir un peu le cadre. On sait que quand l'ours est là, qu'il vient dans les ateliers, on travaille sur le vivre ensemble et on travaille sur les compétences socio-émotionnelles. Il y a aussi les planches de discussion que vous en avez amenées à certaines, c'est bien ça? Oui. Les planches de discussion, est-ce que vous pouvez nous les montrer? S'il vous plaît, Margot, il y en a pour les enseignants, j'imagine, il y en a aussi pour les parents? Il y en a pour les professionnels, pour les parents et pour les enfants. Donc ça, c'est un outil qui est étendu aux 3 groupes cibles, justement, du programme. D'accord. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous montrer, par exemple, montrez-nous le dessin. Bien sûr. On voit qu'il y a 2 photos différentes, 2 dessins différentes. Voilà. Et ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est que face à vous, c'est-à-dire derrière, il y a des questions, c'est ça? Oui, exactement. Face à moi, il y a des questions qui sont à destination du professionnel qui travaille avec les enfants. Donc l'idée, c'est qu'il y a un temps de regroupement. On dit bonjour à l'ami ours, déjà, pour mettre les enfants un peu dans l'ambiance, qu'ils soient bien avertis, justement, du fait que c'est un moment où on va parler de la vie de classe, du vivre ensemble. D'accord. Ensuite, il y a souvent un petit moment d'autorégulation avec des petits massages. Je pourrais vous en parler ultérieurement. Ouais. C'est un des outils qui a été pas mal revu justement en France. Et ensuite, on passe à l'utilisation des planches de discussion. Donc ces planches de discussion, comme vous pouvez voir sur celle-ci, de ce côté-ci, on voit des enfants qui courent derrière un enfant qui est en train de sourire. Ouais. Et de ce côté-ci, exactement la même image, mais l'enfant... Et il fait la grimace. Il fait la grimace. Ouais. Donc l'idée, c'est de réfléchir avec les enfants à la différence entre taquiner pour de vrai et taquiner pour rire. Donc il y a plusieurs choses déjà à faire. C'est qu'il faut étayer le lexique avec les enfants parce qu'ils sont petits. Donc l'idée, c'est aussi de leur apporter le vocabulaire au fur et à mesure des séances pour qu'ils puissent s'exprimer par rapport à telle situation. Donc une planche de discussion ne se fait pas en une séance. Ça peut prendre 3 ou 4 séances. D'accord, très bien. Et puis, c'est que les enfants, ils décrivent la situation. Donc voilà, là, ils sont contents, ils jouent, ils courent, etc. Et puis là, très vite, les enfants, les images sont quand même assez explicites. Ils se rendent compte que il n'a plus beaucoup l'air de rigoler. Ouais. Et une fois que la situation a bien été étayée, on essaye de s'interroger sur les émotions. Donc comment est-ce qu'ils peuvent se sentir? Comment est-ce qu'ils sentent? Et on s'interroge aussi sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe différemment. Et là, on tombe dans la recherche de solutions avec les enfants. Et l'idée, c'est que cette recherche de solutions,
ce soit vraiment les enfants qui soient acteurs de celle-ci. Donc que ce soit les enfants qui cherchent des solutions pour gérer les conflits, pour pouvoir apprendre au fur et à mesure à gérer les conflits par eux-mêmes, justement. Alors ça, du coup, ces planches, c'est déjà pour des enfants qui ont un certain âge, qui ont déjà la parole ou pas forcément? On peut déjà utiliser ces planches pour les 0-3 ans? Non, celles-ci sont utilisées pour les 3-6 ans. Pour les 0-3 ans, il y a un modèle équivalent qu'ils appellent les posters, avec des situations plus simples et où là, on se concentre plus sur justement, juste déjà repérer les émotions, discuter un petit peu avec les enfants les plus grands de la crèche. Dans le programme pour les 0-3 ans, on est en train de monter un projet pilote cette année, toujours dans les cités éducatives du 18e et de Saint-Ouen, qui sont nos territoires pilotes. C'est là qu'on a expérimenté en maternelle l'année dernière aussi, dans 18 écoles. Pour faire une adaptation cette fois aussi culturelle et pour que ça corresponde au système de la crèche en France. Et les posters, c'est plus à destination des plus grands. Et après, il y a une formation de 6 heures qui accompagne le programme pour les professionnels. Cette formation, elle est aussi bien en crèche qu'en maternelle qu'elle sera quand on aura développé la partie élémentaire en élémentaire. Et qui est très centrée justement sur la posture de l'adulte, comment travailler sur la dynamique de groupe. Donc c'est des choses dont les enfants ne se rendent pas forcément compte directement, parce que ce n'est pas des outils tangibles, mais l'idée c'est vraiment de travailler sur le groupe, de comment faire en sorte que chacun ait une place dans le groupe, que les différences soient acceptées, et de faire des différences de chacun dans le groupe une force. Comment sont accueillis ces outils justement par les enfants à cet âge-là? On comprend mieux avec des images qu'avec des mots. Ça aide vraiment? Alors moi, je trouve que ça aide vraiment. Dans mon expérience et dans ce que j'ai pu voir cette année aussi du projet pilote, on n'a pas encore les résultats de recherche parce que ça met longtemps de faire de la recherche. On travaille en collaboration avec monsieur Thomas Villemontex, qui est maître de conférence en psychologie à l'Université de Paris 8, qui est en charge de l'évaluation scientifique du programme, justement. Ça, c'était, pardon de vous couper, Margot, ça c'était obligatoire, l'évaluation scientifique du programme? Oui, c'est un prérequis de notre partenariat avec les 2 ONG danoises, Save the Children Denmark et la Fondation Marie, justement. Pourquoi ils le demandent, justement? Pour montrer, c'est ça juste pour qu'il y ait un outil d'évaluation, ou c'est pour montrer que, justement, cette méthode fonctionne? Alors, eux, ils ont pas mal d'évaluations. Ça fait 20 ans que c'est... je pose la planche. Si ça vous va. Eux, ça fait 20 ans qu'ils font des évaluations sur ce programme. Donc, ils ont déjà des outils. Mais l'idée, c'est de savoir que ça fonctionne dans le pays d'accueil. Parce que les systèmes sont différents. Donc, c'est important de pouvoir voir ce qui marche pas dans les pays. Et l'idée, c'est aussi de faire un travail international autour de cette question du harcèlement. On participe à un séminaire tous les ans, justement, organisé par nos partenaires danois, avec tous les pays qui utilisent le programme, où on échange sur les derniers résultats de recherche, nos expérimentations, pour que ce soit un programme qui continue de vivre et surtout qui reste au goût du jour et qui reste adapté aux enfants, parce que le monde évolue très vite. Et par exemple, une planche de discussion d'il y a 20 ans, je ne suis pas sûre qu'il y en aurait eu beaucoup sur le numérique. Alors que maintenant, il y a des planches, bien sûr, sur le numérique, surtout pas en crèche, mais un tout petit peu en maternelle et après surtout pour les plus grands. Est-ce qu'on parle justement de ces ateliers, ces différents ateliers, la manière dont ils sont construits, avec notamment ces planches, est-ce que certains élèves, est-ce que certains enfants se sont révélés, est-ce que certains élèves ont vaincu, pourquoi pas, leur timidité? Oui, ça a été justement un effet qui a été assez intéressant. On s'est rendu compte que, alors bien sûr pas tous les élèves, tous les élèves sont différents, mais que certains élèves qui avaient du mal à prendre la parole, qui manquaient parfois un peu de vocabulaire, s'exprimaient même pour dire un mot, quelque chose de simple, mais du fait que les situations justement elles correspondent à ce qu'ils vivent en fait dans la vie de tous les jours. Et les enfants, quand ça correspond à ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours, souvent ça les intéresse. Dans quelle mesure justement les Danois prouve que cette démarche, cette méthodologie est à même de freiner justement les situations de harcèlement scolaire comme on en connaît au quotidien effectivement aujourd'hui en France? Il y a eu différentes études de menées. Il y a eu des études préliminaires dans lesquelles les professionnels de maternelle et d'élémentaire ont été interrogés, qui ont montré que 70% des professionnels travaillant avec le programme avaient le sentiment que les enfants étaient plus bienveillants les uns envers les autres. Et puis en 2017, il y a une étude qui a été faite par un institut de recherche qui s'appelle Rembol,
une étude plus quantitative où ils se sont rendus compte qu'il y avait une corrélation positive significative entre l'utilisation du programme et l'indice d'empathie des enfants. C'est-à-dire, le programme a été mis en place dans 60% des crèches et écoles maternelles et 45% des écoles là-bas, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Avec quel résultat? C'est très présent au Danemark. Avec quel résultat, du coup? C'est-à-dire avec quel résultat? On arrive à quantifier les résultats en termes de, justement, par rapport à la méthodologie, en termes effectivement je ne sais pas comment vous arrivez effectivement à mesurer le résultat de votre méthode, de la méthode danoise justement sur l'empathie. Il y a eu cette étude justement quantitative qui a été faite sur un grand panel d'élèves parce que comme il existe depuis 20 ans, ça fait, je veux dire en 2017, il y avait déjà beaucoup d'écoles qui participaient au programme. Ouais. Il y a aussi eu des résultats qui ont montré que les enfants étaient plus à même de gérer les conflits par eux-mêmes et qui faisaient preuve d'un plus grand esprit d'équipe. Finalement, c'est stopper le harcèlement avant même qu'il ne commence avec Ah oui, mais ce n'est pas du tout un programme justement de traitement du harcèlement, c'est un programme de prévention primaire du harcèlement. C'est pour faire en sorte d'éviter qu'il se passe en travaillant avec les enfants à accepter les différences, puis évidemment aussi à développer leur empathie et à travailler surtout la dynamique de groupe. Vous l'avez dit, c'est de 0 à 9 ans, peut-être pas sur les premières années, mais à 9 ans, on met déjà le mot harcèlement, c'est compris par les enfants? À 9 ans, d'après moi, c'est compris, oui, le mot harcèlement par les enfants. Quelle est l'importance du toucher dans cette démarche pédagogique? Vous avez évoqué tout à l'heure le mot de massage, mais c'est clairement pas, il n'y a pas cette dimension, j'imagine, thérapeutique qu'on a ici. Enfin, un massage, là-bas, c'est autre chose. Hein. Oui. Alors, oui, ça s'appelle le livret de massage et c'est pas anodin. On a fait le choix de ne pas changer le nom parce que il y a plusieurs raisons de pourquoi ça s'appelle comme ça. Déjà, le toucher. Pourquoi pratiquer une activité de bien-être avec du toucher? C'est parce que le toucher, ça permet de libérer une hormone qui s'appelle l'oxytocine. Et ça, il y a beaucoup de recherches dessus, notamment au CNRS. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de recherches dessus. L'hormone du bonheur. Le lien d'attachement. Donc c'était à la base de cette création du livret de massage. D'autres raisons de pourquoi travailler le massage, c'est aussi que l'idée c'est de travailler l'apprentissage des limites aux enfants, de connaître ses propres limites et de respecter les limites de l'autre. C'est-à-dire que c'est un moment très ritualisé où on demande aux camarades est-ce que tu peux me prêter ton dos, et à la fin on remercie, merci de m'avoir prêté ton dos. Et pendant le massage, un enfant peut être là, ça me chatouille un peu trop ou c'est trop fort. Concrètement, voilà, on dessine sur le dos de son camarade. Quoi, oui, c'est un dessin. Souvent, c'est les massages. Un massage californien. Quoi. Non, voilà, non, ce que je veux dire. Quoi. non, on appelle ça des massages à compter. Ouais. C'est des petites histoires qui portent souvent sur l'ami-ours, justement. Par exemple, l'ami-ours arrive, prend l'avion d'Australie pour arriver au Danemark. Enfin, c'était dans le programme danois, on l'a réadapté en France, évidemment. Et puis, l'avion décolle et du coup, les enfants sont assis, un devant et un qui est derrière. Donc déjà, c'est vraiment que le dos qui est touché. Ouais. Et puis l'avion décolle, donc on fait ça sur le dos du camarade. D'accord. Donc c'est vraiment un petit mouvement pour chaque phrase de l'histoire. Et ça peut rejoindre justement l'une des planches que vous nous avez montrées, effectivement, parce qu'il y a peut-être un moment où c'est agréable pour l'enfant, puis il y a un moment où ça devient moins agréable. Il a peut-être marre qu'il se fasse dessiner sur le dos. Et du coup, j'imagine que ça apprend aux enfants les limites. À dire stop. À dire stop, ouais. C'est aussi un point assez important du programme, justement, le stop. D'accord. Alors ça, pour le coup, c'est présent dès la crèche. Pour l'anecdote, et je l'utilise souvent en formation parce que pour moi c'était assez parlant, j'ai une fille qui a maintenant 2 ans et demi qui est allée à la crèche au Danemark et un jour son papy lui tirait sa tétine et puis elle rigolait beaucoup et puis au bout d'un moment elle avait 18 mois, au bout d'un moment je voyais qu'elle commençait à froncer les sourcils et puis elle a regardé son papy et elle lui a dit hop, papy. Bon, bien sûr, papy a arrêté tout de suite de lui tirer sa tétine. Ouais. Et moi, j'étais quand même assez impressionnée, puisque c'était ni mon mari ni moi qui lui avions appris, que les pédagogues du Danemark aient réussi à lui apprendre à 18 mois, déjà à reconnaître ok, c'était marrant, maintenant c'est plus marrant, et j'ai un moyen de l'exprimer et je suis capable de dire stop. C'est un geste naturel qui peut être enseigné finalement très rapidement. Très rapidement, exactement. Vous êtes resté 7 ans au Danemark, comme vous l'avez dit, Margot. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Qu'est-ce qu'on a à apprendre des Danois sur ce plan, notamment l'empathie? Je pense que c'est déjà présent dans les programmes de l'éducation nationale et en maternelle, le vivre ensemble, et puis dans le périscolaire, ça fait aussi partie quand même de leur cœur de métier. Mais je pense que c'est d'autant plus développé au Danemark et que on va peut-être pas assez loin. Source d'inspiration, peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin. La loupe, c'est avec Adrien Fontenot.
Adrien, on a parlé d'élèves qui prennent soin les uns des autres, mais dans ta chronique, avec ta loupe, on va voir qu'apprendre à s'autogérer, c'est aussi un véritable parcours. Aide-moi à apprendre avec mes émotions, c'est le nom du programme dont on va parler. C'est une méthode qui a été mise en place il y a 4 ans au sein de l'école maternelle Barbanègre dans le 19e arrondissement de Paris. Un projet qui a vu le jour au moment où l'équipe pédagogique se sentait démunie face à certaines situations. Comment faire pour apporter la réponse adaptée lorsqu'un enfant explose, hurle, s'enferme dans une grande colère ou tristesse, une émotion telle qu'il ne peut plus apprendre? Face à cette question, tout a commencé avec une boîte à émotions, comme nous l'explique Hélène Montagne, directrice de cette école. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai l'impression que je suis ailleurs. De cette boîte, le projet s'est développé avec plusieurs pratiques autour des émotions. Des pratiques corporelles de bien-être. On va faire le jeu du robot. L'apprentissage des messages clairs. Tu m'as poussé, ça me fait mal et ça me rend triste. Je voudrais que tu me dises pardon, pardon. Et tout un tas d'autres applications en classe. Apprendre à mieux accueillir les émotions des élèves, mieux les encadrer et les exprimer pour les réguler. Quelques-uns des objectifs de cette école maternelle avec ce programme, avec une autre mission majeure derrière, le langage. Mélancolique. Bravo. Mélancolique. Un petit peu triste. Donc une partie du projet est d'apprendre à dire les émotions. Donc on a fait une progression de vocabulaire de la petite section jusqu'à la grande section. Joyeux. Tu es joyeuse? Oui, euphorique. L'oreille de joie. La colère. Aide-moi à apprendre avec mes émotions, un programme qui a toute sa place en maternelle et qui pourrait être généralisé. Margot Neuvial, on peut penser justement que beaucoup plus d'écoles pourraient adopter ce programme. Tout à fait. Je pense aussi que c'est important de préciser que ces programmes, il n'y en a pas un qui est bon et l'autre qui n'est pas bon. L'idée, c'est justement de pouvoir travailler autour de ces compétences-là principalement. Ouais. Ils sont sûrement complémentaires en plus. Sûrement. Ouais. Dire les émotions, comme le disait effectivement l'enseignante qu'on a entendue il y a quelques instants, c'est déjà beaucoup, c'est déjà essentiel pour les enfants. Oui. Oui, déjà de reconnaître ces émotions, ça prend du temps pour les enfants. Voilà, bon, au début, ils peuvent dire je suis content, je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, mais c'est les émotions de base. Ouais. Donc ça, on travaille là-dessus en maternelle. Et puis après, il y a tout un panel d'émotions qui peuvent se rajouter. Et puis, il faut le temps pour les décoder. Et il faut encore du temps après pour pouvoir décoder les émotions des autres. C'est pas pareil de ressentir et d'être capable de voir ce que l'autre ressent. Il y a une activité justement dans ce programme-là que je trouve particulièrement intéressante pour ça. Ouais. On regroupe les enfants, le groupe d'enfants autour de nous, et puis il y a des posters d'émotions. Par exemple, celui-ci, c'est la joie. D'accord. On les place aux quatre coins de la salle, et puis on lit une situation qui a pu se passer. Par exemple, Hector joue au ballon avec Jules, Maya vient et elle prend le ballon, commence sans Hector. On compte jusqu'à 3 et les enfants doivent courir vers le poster qui représente l'émotion qui, d'après eux, correspondrait à l'émotion que ressent Hector. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut voir qu'ils courent un peu vers les 4 posters finalement. Et après, on passe auprès des enfants et on leur demande du coup, pourquoi est-ce que tu penses que Hector il se sent en colère? Pourquoi est-ce que tu penses que Hector se sent triste? Et c'est un moyen assez visuel pour les enfants justement de se rendre compte que pour une même situation donnée, on n'a pas tous les mêmes émotions. Comment se passent les formations justement pour les enseignants et pour tous les professionnels de ces établissements? Il y a des sessions vidéo justement, est-ce que ça peut être filmé pour montrer à l'enseignant ou à l'assistant effectivement les différentes situations? Comment ça se passe? Alors on commence à avoir un peu de support vidéo. Le programme en France, il est développé que depuis 1 an. Ouais. Donc évidemment, pour le moment, on n'avait pas beaucoup de support vidéo. C'est des formations de 6 heures. Déjà, il y a toute une base théorique sur le harcèlement. On travaille sur le fait que le harcèlement n'est pas un phénomène individuel avec un harcelé et un harceleur, mais plutôt un phénomène de groupe où les dynamiques peuvent changer et les rôles peuvent changer en fonction de la dynamique de groupe présente dans la classe, dans le groupe d'enfants. Aujourd'hui, on veut enseigner justement à ces enfants ce qu'est le harcèlement et comment l'éviter. Est-ce qu'aujourd'hui, les professionnels qui doivent s'occuper des enfants ne sont pas, eux, assez formés ?
Je ne connais pas assez précisément la formation des professionnels pour pouvoir répondre à cette question en toute honnêteté. Mais vous le disiez justement, en fait, pour mieux comprendre les émotions des enfants, il faut aussi que les adultes comprennent comment leur faire comprendre leurs émotions. C'est aussi le but de ce programme. Oui, tout à fait. Comment on peut efficacement faire travailler les enfants concernant leur écoute active? Je sais que cette notion elle est très importante effectivement dans la démarche de votre programme. À travers justement des activités. Déjà, il y a les planches de discussion. C'est un moment où on doit s'écouter parler. À travers ces moments de massage, où on doit être capable d'écouter activement justement ce que l'autre veut. Un petit point que je n'ai pas précisé pour les massages, mais que je trouve qu'il est important de préciser, c'est qu'on a revu le programme en France pour faire quelque chose de plus graduel, parce qu'on n'a pas le même rapport au toucher que le Danemark, où on passe d'abord par l'automassage, puis le massage avec objet médiateur pour ensuite arriver au massage 2 à 2. Ce qui permet aux enfants d'avoir une alternative s'ils ne veulent pas faire un massage 2 à 2. L'automassage du dos, c'est compliqué, non? On peut faire l'automassage sur le torse. Sur le torse, voilà. Effectivement, en attendant. Quelle est la réalité du harcèlement scolaire aujourd'hui en France, justement, quand vous en parlez justement avec des parents, avec des professionnels? Quels sont les retours d'expérience? Est-ce que vous les sentez inquiets? Je vous demande votre sentiment vraiment personnel, là. Mon sentiment personnel est que oui, évidemment, il y a une inquiétude des parents par rapport au phénomène de harcèlement scolaire et que c'est un phénomène qui existe, qui est présent, et je pense que c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Bien sûr. Ça a pris encore plus d'ampleur avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et je pense que c'est important de travailler dessus. En France, il y a déjà pas mal de choses mises en place, je trouve, concernant le traitement du harcèlement. Je pense que c'est vraiment, pour moi, essentiel de travailler justement sur une prévention primaire du harcèlement à l'école. Est-ce qu'on a tous la capacité de développer ce lien d'attachement, justement, qui est propre à votre programme? Vous pensez qu'on a tous en nous ce lien Oui, je pense qu'on est tous des êtres sociaux, nous, êtres humains, et qu'on a tous besoin de faire partie de groupes. On a tous envie d'appartenir. On parle beaucoup de communauté dans ce programme, dans le sens où communauté, il y a quelque chose d'un peu supplémentaire au groupe. C'est un groupe avec des intérêts, des habitudes en commun. Et on a tous envie d'appartenir à des communautés. Et puis, dans tous les cas, la société fait qu'on appartient à des communautés. L'école, c'est une communauté et les enfants n'ont pas le choix d'y appartenir. Les enfants vont à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, il faut travailler dessus pour être sûr que ça puisse se passer pour le mieux et que les enfants puissent être dans un climat scolaire apaisé à l'école. Et c'est aussi un objectif du programme. C'est compris par les enfants que l'objectif est aussi de créer un groupe. Exactement. Il y a beaucoup de travail sur les accords entre les enfants, justement, sur comment est-ce qu'on se comporte, les règles de vie de classe, qui est déjà mis en place par les enseignants et par le périscolaire aussi, mais avec peut-être des exercices nouveaux, des nouvelles idées, justement, de comment le mettre en place en rendant les enfants acteurs de ces accords au sein du groupe. Vous allez voir le nouveau ministre de l'Éducation ou pas? C'est pas prévu aujourd'hui. Non, parce que j'ai entendu qu'il allait se rendre notamment au Danemark, donc peut-être qu'effectivement il aura besoin de quelques échos effectivement sur ce qui se fait en France, sur notre territoire, effectivement avec ces expérimentations qui d'ailleurs se sont élargies en cette rentrée, il me semble. Oui, exactement. Plus d'établissements, plus de crèches et plus d'écoles qui ont adopté effectivement cette méthode. Comme quoi, ça marche. Merci beaucoup Margot Neuvial, coordinatrice du programme Vivre Ensemble Freeform Aubry à la Fédération de Paris, la Ligue de l'enseignement. D'ailleurs, la Ligue de l'enseignement, rapidement, vous pouvez nous dire ce que c'est? La Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a 150 ans, qui est composé de plusieurs fédérations régionales et départementales et qui travaillent sur différentes thématiques, dont l'éducation et la culture, donc qui travaillent en collaboration avec les écoles pour l'éducation à la citoyenneté. Et c'est sur ce service-là qu'est porté le projet, justement, Vivre Ensemble Freeform Aubry. Merci infiniment, Margot Neuvial. Je vais garder l'ami ours. Voilà, ça va être la nouvelle mascotte de l'émission. Ça va être la nouvelle mascotte du mag. Un grand merci à toi, mon ami Adrien Fontenot. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV, le mag. Ciao.